du contrôle social. Ce que les plus anciens de cette salle, dans leur temps, appelaient le macrélage. Le macrélage, c'était d'abord du contrôle social. Ce qui permettait à tout le monde d'intervenir auprès de tout le monde, auprès de tous les jeunes. Si nous ne récupérons pas les traces de ces éléments-là, je crains qu'aucun budget du conseil départemental ne pourra suffire à répondre à ces problématiques de désocialisation que nous connaissons. Si vous permettez, pour aller plus loin sur la question de l'école, quelque part, au-delà de toutes les analyses qui ont été faites jusque-là, on a oublié que la crise de l'école naît d'un gigantesque malentendu. Ce gigantesque malentendu commence autour des années 82-83, quand on passe de la méthode syllabique à la méthode globale. On ne s'en rend pas compte que toute une frange de la population va se retrouver hors jeu parce que cette méthode globale casse les codes, casse les références qui étaient celles de ceux qui péniblement avaient appris à l'école en rentrant à l'école déjà tardivement, mais en tout cas en arrivant à un niveau qui pouvait faire qu'ils suivaient leurs enfants avec la plus grande volonté du monde à l'oreille. Et je ne sais pas pour quelques-uns si ça vous rappelle quelque chose. Hein? N'est-ce pas? C'est un rythme, et c'est le rythme qui permettait aux parents, à la mère en particulier, de repérer si ou non son enfant est en train d'étudier. Quand arrive la méthode globale, les parents n'ont pas compris ce qui se passait. Le drame veut que ça ne s'est pas arrivé tout seul. C'est que dans le même temps, l'instituteur a disparu comme élément premier de sa commune. Je renvoie cela à une question. C'est celle du secrétaire de mairie, qui était tenue par qui, monsieur le maire? Voilà. Mais oui, mais c'est que le problème, c'est que plus nous allons avancer dans le présent, moins on va prendre en compte ces pertes, qu'on va prendre en compte ces difficultés-là, on ne les remplacera pas. On les remplacera d'autant moins qu'un regard sociologique ou anthropologique sur notre société est une affaire étrange lors de ces années 80. Alors même que dès la fin des années 80, on revendique la présence d'un regard sociologique sur les réalités des différents quartiers qui sont en voie de modification. En fait, les activités socio-éducatives, ne nous trompons pas. Pendant longtemps, c'était une gigantesque supercherie, la question de leur financement. Et oui, la mise en place des allocations familiales, la ponction des 20% de la part des allocations familiales qui étaient reversées sur, d'une part, les colonies de vacances, les centres aérés, les cantines et le travail familial, tout ce fameux 20% était simplement la ponction qu'avait retenu l'État sur les allocations familiales qui étaient destinées aux populations. Et quand on va rétablir du point de vue général les allocations, la question du financement de toutes ces activités se posera, et elle se pose encore aujourd'hui. De fait, quand vous prenez ces trois éléments que sont l'école, la famille et les activités socio-éducatives, si elles ne sont pas maillées entre elles, vous avez affaire à une logique de désocialisation qui conduit pas nécessairement à la délinquance,
mais sûrement aux incivilités. Et les incivilités, ça commence depuis le gosse qui passe et qui ne dit bonjour à personne, en passant par, je dirais, les attroupements et les dégradations des lieux publics. Or, à ce stade, il convient de se poser la question des financements. Et on oublie que dans cette part de déviance sociale, ce qui coûte le plus, c'est le passage en prison et surtout, le passage dans les hôpitaux. Une journée à l'hôpital en traumato, c'est 1790 €. Vous multipliez ça par 10 jours, par 10 gamins, vous avez largement de quoi financer un certain nombre d'actions. C'est ce que j'appelle cette notion de coût évité. Une journée en réanimation, c'est 3590 €. Et la rééducation fonctionnelle, pour prendre cette... J'ai choisi des exemples les pires, mais il y en a d'autres. Hein. C'est 1348 € par jour. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de dommages pourraient être parfaitement évités s'il y avait une pensée préventive qui soit également prospective. Encore un exemple. Le passage dans une école primaire d'un centre aéré, c'est peu de dégâts. Laisser l'école livrée à elle-même pendant les vacances, il faut multiplier par 10, voire 20, le nombre de dégâts auxquels se trouve confrontée la collectivité municipale. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je voudrais souligner un niveau peut-être qui pourrait vous paraître plus technique, mais qui en réalité ne l'est pas et qui a déjà été évoqué. C'est le roulement des générations. Si vous mettez en œuvre un équipement pour des jeunes ciblés, c'est-à-dire des jeunes de 5-6 ans, n'est-ce pas? Ils ne restent pas 5-6 ans longtemps. Et si vous vérifiez le roulement des générations qui vont suivre, n'est-ce pas, votre équipement risque de ne pas durer au-delà de 5 ans parce que ces jeunes-là, dans leur quartier, auront eux-mêmes évolué pour de nouveaux besoins. Ça vaut également pour les comportements. C'est-à-dire que si vous voulez prévenir un comportement délinquant, il faut que vous ayez une bonne connaissance, je dirais une connaissance de proximité des jeunes qui ont 8 ans. C'est pas compliqué. Vous avez un délai de 6 ans avant qu'arrivent les 14 ans et la question de l'obligation scolaire. Vous pouvez à 14 ans prévoir les envoyer dans l'apprentissage après. C'est la voie de garage. Et à partir de ce moment, la capacité d'intervention naturelle devient tout à fait réduite. Nous prenons un autre modèle. Je dirais, toute la prévention des grossesses précoces n'a de sens que si elle a commencé bien longtemps avant l'âge des règles. Pas au moment où ça arrive. Trop souvent, on fait appel à nous pour des systèmes curatifs et immédiats.
Alors qu'il faudrait davantage se pencher et investir sous des actions d'avant. Le grand drame du curatif fait que vous êtes obligé de mettre la grosse armada. Alors même que vous auriez pu, quelques années avant, et moi, dans mon expérience, c'est un cycle de 4 à 6 ans. Si on n'est pas intervenu entre 6 ans et 4 ans sur un territoire, on a guère de chance de réduire les dégâts, la désocialisation, les dégâts de désocialisation qui vont intervenir. Et là encore, je regrette, on ne prend pas ça en compte, le fait qu'à 18 ans, c'est fini. Quand bien même le gosse a les meilleures dispositions sociales, il a 18 ans et c'est devenu un adulte. L'intervention sur ces jeunes-là devient une affaire extrêmement difficile. Sans compter qu'en plus, dans ce délai, la société s'est modifiée de façon considérable. Et si les adultes n'ont pas établi des liens de communication suffisamment forts 4 à 6 ans avant, ce n'est pas aux 18 ans qu'ils vont le faire. La chance que nous avons ici en Guadeloupe, c'est que nous n'avons pas une sociologie qui nous permette d'avoir des gangs ni des bandes, contrairement à ce que j'entends en permanence. C'est la seule chose que nous avons. Mais j'aimerais vous prévenir, le jour où les filles décideront de prendre la direction des bandes, premier élément qu'il faudra repérer et prendre en compte, c'est l'omerta, la loi du silence. Parce que les garçons sont des bavards, pas des filles. Et croyez-en ma vieille expérience dans ce domaine. De même façon, je dis, si notre société n'a pas ces moyens-là, ça ne veut pas dire qu'elle puisse laisser les regroupements se poursuivre sans qu'on puisse introduire dans ces regroupements des orientations positives pour la société. Et ça suppose un long cheminement avec ces jeunes-là, et pas un cheminement quand ils ont 16, 18 ans, comme je vais vous le dire, un cheminement commencé à 8, 12 ans. Enfin, je ne saurais trop insister sur ce rôle de la prévention spécialisée sans souligner la nécessité de disposer d'une doctrine de l'insertion. Il se trouve que les logiques jusque-là qui ont été poursuivies ont occulté le fait que nous n'avons pas la capacité d'avoir des entreprises relais à un niveau suffisant pour permettre que le SAS de l'insertion puisse jouer tout à fait son rôle. Une activité d'insertion, sous nos cieux, doit avoir pour vocation de s'autosuffire à un moment donné. Il se trouve qu'un certain nombre de niches existent, mais elles ne peuvent se développer que si la règle du médisant social puisse être explicitement ou implicitement appliquée. Et cet outil-là, c'est le seul qui puisse permettre de faire le pont entre les 18 ans
et les 24 ans. C'est-à-dire pour cette espèce de tranche d'âge ne retrouve pas de programme et d'intervention particulière, n'est-ce pas, étant non pas oublié, mais dans le découpage, les découpages des années 70, n'est-ce pas, étant ce qui aura été, comment dire, mis à l'écart quand on a raisonné en termes de politique de prise en charge. En fait, l'explication est très simple. Personne n'avait à cette époque-là une définition précise de la jeunesse. Et donc, on a couvert tout un pan d'activités au nom de la jeunesse, sauf que quand est mis en œuvre en 1988 le RMI, le couperet tombe pour les garçons, n'est-ce pas, à 25 ans. Et est resté un volant de tranches d'âge pour lesquelles aucune comment dirais-je, politique publique n'avait vraiment été pensée. Depuis, on a bricolé, certainement, beaucoup, mais ces bricolages ont tenu quand, dans les territoires, il y avait un substrat économique, un substrat industriel. Et même là, ça n'a pas été sans difficulté. Aujourd'hui, il me semble qu'il faille faire pas une construction nouvelle, mais simplement chercher à soutenir des niches qui sont peut-être de 3 emplois, de 4 emplois, de 5 emplois, mais des niches et faire en sorte que ces niches puissent avoir une vie pérenne. Je rappelle, ne pas s'en occuper, c'est d'un autre côté se trouver à avoir à faire des dépenses qu'on aurait pu éviter si on avait réussi à pacifier et à stabiliser ces différents milieux. Bon. Alors, je vais conclure cette intervention en revenant sur le travail, notamment de Rony, parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'ils ont été coachés très durement pour récupérer la quintessence de la sociologie d'une zone aussi parcellisée que peut l'être Saint-Claude. Je voudrais aussi dire que ce travail, ce regard particulier que j'ai toujours souhaité sur le territoire, fait non seulement de Saint-Claude, mais de toute une zone qui va jusqu'à Vieux-Habitants et d'autre part jusqu'à Capesterre, n'est-ce pas, un champ bien particulier d'intervention sociale. Parce qu'il n'y a que dans le nord Grande Terre que vous retrouvez ces mêmes isolats sociologiques. Il y a donc un travail de terrain, j'allais dire, si je m'autorise, du crapahutage à faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas du global, c'est de l'adaptation à ces différents milieux de vie. Et l'une des chances qu'on a avec la prévention, c'est justement de pouvoir se livrer à ce type de travail en dehors des cadres horaires auxquels on est habitué. Cela suppose du personnel fortement documenté et formé. Cela appelle surtout à une vision la plus libre possible
de ce travail de terrain. Parce que ce n'est pas du travail de 8h midi, 2h, 5h. Ça ne peut pas l'être. C'est du travail qui commence peut-être à 8h et qui finit à 2h du matin. Mais oui, ou c'est du travail qui commence à 5h du matin et qui va s'arrêter à 8h. Parce que dans le quartier, entre 8h et 11h, il n'y a personne. Ce sont peut-être des micro-éléments qui, pour moi, sont indispensables à la réussite de ce travail. Merci. Merci à vous pour cet éclairage, Monsieur Flagy. C'était du petit lait pour vous. J'ai vu que tout le monde suivait avec beaucoup d'acuité. Vous avez tout compris. Non, mais je sens ça. Je sens que maintenant,